À la suite de l'assassinat de Samuel Paty, le 16 octobre 2020, l'État a décidé, donc Samuel Paty qui était victime d'un meurtre commis par un islamiste tchétchène, l'État a lancé un appel à projet dont vous trouverez le document sur Internet, appel à projet national 2021 entre guillemets, Fonds Marianne. Si vous tapez ça, vous allez trouver cet appel à projet. Donc, le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, chargé de la citoyenneté, à l'époque, c'était Madame Schiappa, lance cet appel à projet qui est doté de 2,5 millions d'euros pour promouvoir les valeurs républicaines, lutter contre les doctrines séparatistes, complotistes, qui notamment se propagent sur les réseaux sociaux. Donc, l'État, la ministre déléguée, Madame Schiappa, et également un comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation lance cet appel à projet et donc demande aux associations, aux personnes physiques, personnes privées, qui peuvent participer à cette lutte contre les discours de radicalisation complotiste, etc., qui prônent le séparatisme, de déposer leur projet et ils obtiendront une subvention avec une dotation donc de 2,5 millions d'euros. Ils devront se partager. Donc plusieurs associations et personnes se sont portées candidates. Toutes n'ont pas été retenues. Hein. Certaines ont protesté. Je crois que SOS Racisme avait demandé une subvention que l'association n'a pas obtenue, mais d'autres ont obtenu une subvention. Et finalement, la presse a révélé que l'usage des subventions qui ont été attribuées pose des problèmes. J'en dirai pas plus parce que ce n'est pas l'objet ici. Il y a une commission d'enquête qui, pour l'instant, auditionne, qui a auditionné la ministre, le préfet qui préside le comité interministériel que j'évoquais à l'instant, et puis certains bénéficiaires de subventions. Et puis il y a eu également, je crois, des poursuites pénales. Cet aspect du dossier ne m'intéresse pas directement. Je m'intéresse ici aux problèmes de droit administratif que posent ces subventions versées dans le cadre de ce que le document appelle un appel à projet Fonds Marianne. Le problème que pose, du point de vue du droit administratif, cette attribution de subventions, c'est celui de la distinction. C'est un problème assez courant en droit de la commande publique, comme on dit, la distinction entre l'attribution d'une subvention et la passation d'un marché public ou plus généralement d'un contrat de commande publique. Il existe un code de la commande publique qui distingue deux contrats, le marché public, la concession. Donc, est-ce qu'on est en présence de l'attribution d'une subvention, comme laissent croire les textes, hein, puisque l'appel à projet dit, voilà, vous pouvez obtenir une subvention, ou bien est-ce que c'est un marché public? Sachant qu'en cas de litige, le juge peut requalifier. Ce n'est pas parce que l'État dit que c'est une subvention que c'est une subvention. Il peut, le juge, requalifier l'attribution de subvention en marché public ou peut-être plus, sans doute de façon plus contestable, moins certaine, en concession, mais peu importe. Voilà l'enjeu. Alors, s'il s'agit bien d'une subvention qui a été attribuée à des associations, à des personnes, là, le formalisme est assez faible. S'il s'agit d'une subvention, il n'y a pas d'obligation d'organiser une publicité, une mise en concurrence pour désigner les bénéficiaires. Chaque année, le conseil municipal, quelle que soit d'ailleurs son importance, consacre une séance à voter des subventions au profit d'associations qui œuvrent dans l'intérêt communal, club sportif, club de danse, que sais-je. Et donc, il n'y a pas une mise en concurrence. Donc, vous voyez, si on est en présence d'une attribution d'une subvention, on n'est pas dans un domaine de la publicité et de la mise en concurrence. Et d'ailleurs, on doit noter, effort louable, c'est que l'État avait lancé un appel à projet pour, en quelque sorte, clarifier les choses, alors qu'il aurait pu verser des subventions de façon indifférenciée, de façon en publicité. Il dit, voilà mon objectif, je veux
œuvrer pour lutter contre les discours séparatistes, je vais verser des subventions à des associations qui peuvent concourir à cette mission, et je les attribuerai dans le cadre d'un appel à projet avec des critères assez précis. Mais normalement, vous voyez, quand votre conseil municipal accorde des subventions, il n'organise pas un appel à projet. Donc, si c'est une subvention, le formalisme, l'attribution de la subvention ne se prête pas, ne se plie pas à un formalisme excessif, pas de publicité, pas de mise en concurrence. Simplement, si la subvention est subordonnée à des conditions, et c'était le cas, hein, si on reprend le document que vous trouverez sur Internet, appel à projet national, eh bien, vous constaterez qu'il y avait des critères d'éligibilité. L'association qui souhaite obtenir une subvention ou la personne qui souhaite obtenir une subvention doit mener des actions en ligne à portée nationale destinées aux jeunes de 12 à 25 ans exposés aux idéologies séparatistes, riposter à la propagande séparatiste, défendre les valeurs républicaines. Donc, si la subvention qui a été attribuée est bien une subvention, la seule sanction, entre guillemets, c'est eh bien, si la subvention n'a pas été utilisée pour l'objet qui était indiqué, si l'association en a fait un autre objet que de mener des actions pour lutter contre le séparatisme, il a été dit, je n'en sais rien moi, que certaines associations avaient mené des campagnes contre des hommes politiques, je ne sais pas. Si c'est le cas, en tout cas, eh bien, les conditions d'octroi de la subvention n'ont pas été respectées et donc la subvention pourra être retirée, comme on dit en droit administratif. Ça veut dire annulée. Annulée, ça veut dire que l'argent devra être reversé, rendu. Ça, ce sont les conséquences si on est bien en présence, comme le dit l'appel à projet, on est bien en présence de l'attribution d'une subvention. Pas de procédure de publicité de mise en concurrence. Donc là, il y avait un minimum de publicité de mise en concurrence qui n'était pas obligatoire. Reversement de la subvention si elle n'a pas été utilisée pour l'objet pour lequel elle a été attribuée. En revanche, si l'appel à projet dissimule un marché public soumis au code de la commande publique, alors là, il y a plus de problèmes parce que le code de la commande publique, qui est la transposition de règles européennes, exige des règles de publicité et de mise en concurrence. Quand la personne publique a un besoin, c'est le mot utilisé par le code, en matière de prestation de services, de fourniture ou de travaux, elle doit passer à un marché public ou une concession, et elle le passe en respectant des règles de publicité, elle doit avertir qu'elle a un besoin à satisfaire, et une mise en concurrence, tout ça est prévu par le code de la commande publique, en vertu procédure de concurrence au terme de laquelle elle va choisir l'offre économiquement la plus avantageuse. Si ces règles n'ont pas été respectées, et si on est en présence d'un marché public, c'est-à-dire de la commande d'une prestation, d'une fourniture, d'un travail pour satisfaire un besoin de la personne publique, en l'occurrence l'État, si ces règles n'ont pas été respectées, donc il y a eu violation du code de la commande publique qui va être sanctionné. Et il y a même plus, parce que il peut y avoir une conséquence pénale. En effet, l'article 432-14 du Code pénal censure, poursuit, réprime le délit de favoritisme. Qu'est-ce que c'est le délit de favoritisme? Je vous lis l'article 432-14 du Code pénal, est puni de 2 ans d'emprisonnement et d'une amende de 200 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction. Ça, c'est la sanction. Le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, etc., de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics et les contrats de concession. Donc, vous voyez, si notre appel à projet Fonds Marianne est un marché public, les règles du code de la commande publique n'ayant pas été respectées, il y a un risque que les personnes qui n'ont pas respecté les règles, n'a pas appliqué du tout les règles du code de la commande publique, soient qualifiées de délit de favoritisme, c'est-à-dire de manœuvre pour procurer un avantage à
quelqu'un, celui qui a touché la subvention, au mépris des règles de la commande publique. Voilà le risque. Subvention, je vous ai dit quelles sont les conséquences. Marché public, eh bien, les conséquences vont être plus importantes pour les personnes qui n'ont pas respecté les règles du Code de la commande publique si celles-ci s'appliquaient. Alors, comment ça se fait qu'il y ait un risque de confusion entre l'octroi de subventions dans le cadre d'un appel à projet, ou même hors du cadre de l'appel à projet, et le marché public? Comment ça se fait qu'on peut faire une confusion entre l'un et l'autre? Alors, à mon avis, c'est pour une raison simple, c'est que depuis une loi du 12 avril 2000, article 10 de cette loi du 12 avril 2000, qui avait pour objet de renforcer les droits des administrés, eh bien, quand une personne publique accorde une subvention, attribue une subvention, qui est un acte unilatéral, elle doit accompagner cette attribution de la conclusion d'une convention dès lors que la subvention a un montant supérieur à 23 000 euros. C'est une règle qui a été posée par cette loi du 12 avril 2000 et complétée par un décret de 2000 ou 2001, je ne sais plus. Alors, vous comprenez, nous avons l'attribution d'une subvention qui est normalement un acte unilatéral, mais dès lors que ça fait plus de 23 000 euros, et c'était le cas dans cette affaire, puisque le fonds était de 2,5 millions et que la plupart des bénéficiaires ont touché des sommes infiniment supérieures à 23 000 euros, eh bien, il y a une convention qui a dû formaliser l'octroi donc de cette subvention. Quel est le contenu de cette convention? L'article 10 nous le dit. La convention qui accompagne l'octroi d'une subvention de plus de 23 000 euros doit préciser l'objet. Quel est l'objet de la subvention? Son montant, les modalités de versement, les conditions d'utilisation et les modalités de contrôle et d'évaluation de la subvention attribuée, etc., etc. Et donc, vous comprenez que le risque que court la personne publique, c'est que quand elle octroie une subvention de plus de 23 000 euros, elle doit conclure une convention, et si elle définit l'objet avec une grande précision, pourquoi je verse la subvention, si elle donne l'impression de commander une prestation aux bénéficiaires de la subvention, il y a le risque que le juge, en cas de litige, requalifie l'octroi de la subvention en une commande d'une prestation, en un marché public. Je crois que j'ai sous les yeux, ou je peux l'avoir rapidement, la définition du marché public, mais le Code de la commande publique, c'est l'article L2 du Code de la commande publique, nous dit que le marché public ou la concession est passée par une personne publique ou une personne privée soumise au contrôle de la personne publique pour satisfaire un besoin, répondre à un besoin de la personne publique ou de la personne privée sous contrôle de la personne publique, en l'occurrence l'État, besoin en matière de prestation de services, fourniture ou travaux. Donc, vous voyez, soit j'octroie une subvention, je dois lui définir l'objet dans une convention, mais si je suis très précis dans ce que je demande à l'association, il y a un risque que cette convention soit qualifiée de marché public, c'est-à-dire de contrat, de convention conclue pour satisfaire un besoin de la personne publique. Voilà l'enjeu. Alors, la question qui se pose ici, c'est de savoir si l'appel à projet peut être requalifié de marché public. Alors, naturellement, le juge, depuis quelques années, a eu l'occasion de se pencher sur ce problème. Il a donc déjà été saisi de litiges dans lesquels le justiciable soutenait que l'octroi de la subvention était en fait la conclusion d'un marché public. La personne publique versait une somme d'argent, une subvention qualifiée de subvention qui normalement est sans contrepartie, alors qu'en fait, la somme d'argent versée était le prix en contrepartie d'une prestation de service demandée. Alors, je vous donne un exemple, c'est un avis du Conseil d'État du 22 janvier 2019, l'affaire des passerelles. La ville de Paris souhaite construire un ou deux ponts, je ne sais plus,
qui traversent la Seine, qui enjambent la Seine. Elle veut que ce soit des passerelles innovantes, pas simplement du bitume qui surplombe la Seine, mais elle ne sait pas ce que c'est au juste qu'on peut faire en matière de parcelles innovantes. Donc, elle lance un appel à projet et elle demande donc aux sociétés, aux entreprises qui sont expertes en ce domaine de lui proposer des solutions. Qu'est-ce que je peux faire si je veux construire des passerelles que je qualifie d'innovantes qui vont surplomber la Seine? Appel à projet. Répondez-moi et trouvez-moi, dit la ville de Paris, un modèle économique. Je veux construire 2 ponts que j'appelle des passerelles innovantes qui soient autre chose que ce qui existe pour l'instant. Et proposez-moi un modèle économique. Parce que naturellement, les entreprises qui vont développer, qui vont proposer une solution, ne le font pas de manière philanthropique. Elles souhaitent gagner de l'argent. Le Conseil d'État a été saisi pour avis de cet appel à projet. Est-ce que cet appel à projet ne peut pas être qualifié de contrat de la commande publique? Et le Conseil d'État, dans cet avis de 2019, a considéré que l'appel à projet ainsi qualifié par la ville de Paris était en fait un contrat de commande publique. 2 critères ont été déterminants pour le Conseil d'État pour qualifier ainsi l'appel à projet. Premier critère, dans les compétences d'une collectivité territoriale, il y a la voirie. Et donc, demander à des entreprises de construire un pont qui est un élément de la voirie, c'est répondre à un besoin de la ville de Paris. Premier critère. Vous comprenez, premier critère, la ville de Paris, dans son appel à projet, ne souhaite pas aider des sociétés privées qui mènent une opération dont elles ont pris l'initiative. Non, elle leur demande de réaliser une passerelle qui est un élément de la compétence, une compétence de la ville de Paris. Donc, premier critère qui permet de considérer qu'on est en présence d'un marché public et non pas d'un appel à projet, l'octroi d'une subvention, c'est est-ce que l'appel à projet cherche à répondre à un besoin de la collectivité? Si oui, c'est un marché public, c'est un contrat de commande publique. Et puis, deuxième critère, il y a une contrepartie économique. Dans son appel à projet, la ville de Paris ne disait pas de quelle façon elle allait rémunérer les sociétés qui proposaient de réaliser les passerelles, mais elle savait bien sûr, qu'elle ne le ferait pas gratuitement. Donc, elle dit, proposez-moi un modèle économique. Je veux des passerelles innovantes, par exemple une passerelle avec des commerces tout autour, près desquels les touristes pourront acheter des produits qui incarnent Paris. Ça va être une passerelle innovante, ça. Eh bien, et puis la société va dire, moi, je peux vous la construire, cette passerelle, et je vais me rémunérer par l'exploitation des commerces ou par un prix que vous allez me payer. Donc, à ce stade, la ville de Paris ne connaissait pas le mode de rémunération, c'est pour ça qu'elle parle de modèle économique. Et selon le modèle proposé par la société, il y aura soit marché public, soit concession. La différence, je n'entre pas dans le détail, je vous l'ai dit, dans le contrat de commande publique, dans le code de la commande publique, il y a 2 contrats qui permettent à une personne publique de satisfaire, de trouver une entreprise qui réponde à un de ses besoins en matière de prestation de services, de travail ou de fourniture, c'est un marché public ou une concession. Sachant que dans les 2 hypothèses, le contrat est un contrat à titre onéreux, c'est-à-dire qu'il y a une contrepartie. L'entreprise propose une prestation, remplit une prestation, une fourniture, un travail, et en échange, elle obtient quelque chose. Et les 2 contrats, marché public, concession, présentent ces caractères. La différence étant que dans la concession, le concessionnaire, le titulaire du contrat, supporte un risque. Il n'est pas sûr de sa rémunération. S'il gère bien, il gagnera beaucoup. S'il gère mal, il gagnera moins bien. Dans le marché public, il n'y a pas de risque. Sa rémunération est certaine. Mais dans les 2 cas, il y a une rémunération. Et donc, vous voyez, dans cette affaire des passerelles innovantes à Paris, la ville de Paris avait qualifié l'opération d'appel à projet, mais le Conseil d'État, dans son avis de 2019, estime que l'appel à projet étant lancé pour répondre à un besoin de la personne publique, construire des passerelles qui sont un élément de la voie publique qui est une compétence de la collectivité locale, avec une contrepartie, c'est un marché public, c'est un contrat de commande publique, au sens de l'article L2 du Code de la commande publique qui indique
qu'un contrat de commande publique, que ce soit un marché ou une concession, est un contrat à titre onéreux passé pour répondre à un besoin de la personne publique. Voilà ce qui permet donc de qualifier l'opération, l'appel à projet, de le requalifier en marché public ou contrat de commande publique plus généralement. Alors, naturellement, maintenant, il faut appliquer ces principes au fonds Marianne. Appliquer cet avis du Conseil d'État, ces critères de distinction entre appel à projet et code de la commande publique, contrat de commande publique proposé par le Conseil d'État, au fonds Marianne. Quand je regarde, et pour le savoir, donc il faut se reporter au document qui a été lancé, donc qui a lancé l'opération appel à projet national, fonds Marianne, que vous trouverez sur Internet. Quand je vais dans ce document, je constate que l'État donc lance un appel à projet auprès donc d'associations, hein, structures de type associatif ou non. Donc ça peut être des personnes physiques. Je crois qu'il y a quelques personnes publiques qui ont obtenu des subventions, qui peuvent candidater. Et qu'attend-on d'eux? Qu'est-ce que l'État attend d'eux? Eh bien, qu'ils seront éligibles aux projets, des projets qui visent notamment à la réalisation de l'un ou plusieurs de ces objectifs, riposter à la propagande séparatiste ainsi qu'aux discours complotistes en ligne, en particulier sur les réseaux sociaux, défendre les valeurs républicaines de liberté, de conscience et d'expression, d'égalité entre tous les hommes et entre toutes les femmes, de fraternité et de laïcité, qui sont le ciment de la concorde et de la cohésion nationale. Voilà ce qu'on attend, voilà ce que l'État attend des candidats à l'obtention d'une enveloppe de subvention avec une enveloppe totale de 2,5 millions, 2,5 millions d'euros. Alors, selon moi, mais d'autres interprétations sont possibles, mais moi, il me semble que demander à des personnes privées de riposter à la propagande séparatiste, de défendre les valeurs républicaines, eh bien l'État demande à ces associations, à ces personnes privées, d'accomplir une mission qui lui incombe à lui directement. L'État, c'est la première mission, pratiquement, de l'État, État régalien, c'est de défendre les valeurs républicaines qui sont inscrites dans la Constitution. La laïcité également est inscrite dans la Constitution. Répondre à la propagande séparatiste, c'est la mission essentielle, une des missions essentielles de l'État. D'ailleurs, une loi a été votée il y a 2 ans ayant ce but. L'État a les moyens de droit pénal, de droit administratif pour lutter. Par conséquent, quand il demande à une association de mener une telle action, eh bien, il demande à cette association ou à cette personne eh bien, de satisfaire un de ses besoins, comme dans l'affaire des passerelles de Paris, les passerelles innovantes, la construction de passerelles relevant de la compétence de la ville de Paris. Eh bien, la défense des valeurs républicaines relève en premier lieu de la compétence de l'État. Et d'ailleurs, si on avait un doute, il suffit, je vous ai dit, l'action a été lancée par la ministre déléguée chargée de la citoyenneté, Madame Schiappa, c'est pour ça qu'elle est auditionnée, qu'elle est un peu sur la sellette actuellement. Mais ensuite, l'action, le fonds était distribué par le comité interprofessionnel de prévention de la délinquance et de la radicalisation, qui est présidé par un préfet qui lui aussi a été auditionné. Quand on va regarder quel est le statut de ce comité interministériel, qui est une instance de l'État, eh bien, on voit que ce comité interministériel a pour objet, pour mission, d'animer des politiques publiques transversales de prévention et de lutte face à des phénomènes de rupture avec l'ordre social. Vous voyez, ce comité, qui est un comité de l'État, a pour objet de lutter contre le séparatisme. Par conséquent, quand une personne publique peut accomplir directement la mission ou la confier à d'autres, par un marché, par une concession. Mais c'est répondre à un de ses besoins, à une de ses missions. Je ne pense pas que la mission soit une mission initialement d'association ou de personnes privées. Non, c'est un besoin de l'État que l'État pourrait accomplir lui-même et qu'il n'a pas pensé être en mesure d'accomplir seul, qu'il a donc confié, à mon avis, par un contrat. Et deuxième élément de la qualification de contrat de la commande publique, il y a une contrepartie. L'association, la personne privée, va mener une action pour lutter contre le séparatisme, le complotisme, pour défendre les valeurs républicaines, et en contrepartie, elle reçoit ce qu'il faut appeler un prix, pas une subvention, mais un prix, c'est la contrepartie. D'ailleurs,
dans le dossier que doit remplir l'association qui souhaite obtenir une subvention dans le cadre de l'appel à un projet, il faut qu'elle établisse son budget qui va être un élément permettant de calculer la subvention qu'elle va pouvoir obtenir. Donc, vous voyez, et d'ailleurs, pour ajouter, je dirais que c'est assez fréquent. Vous savez que des collectivités publiques soutiennent une action qui se déroule depuis de longue date. Et puis, à un moment, l'État dit, voilà, cette action qui est menée par une société de droit privé, elle présente un intérêt général qui justifie qu'on la soutienne. On va lui verser une subvention. C'est ce qui s'était passé, par exemple, pour les collectivités territoriales qui, à un moment, ont décidé de soutenir le festival international d'art lyrique d'Aix-en-Provence, mais qui, au départ, reposait sur une initiative privée. Mais l'initiative privée semblait si importante pour le territoire d'Aix-en-Provence qu'à un moment, les collectivités décident de soutenir. Ici, certaines des personnes qui ont reçu la subvention avaient une existence très embryonnaire. Ce n'étaient pas des personnes qu'on soutenait alors qu'elles avaient une existence depuis un temps immémorial. Donc, ça conforte l'idée que l'État a demandé à des personnes privées, associations ou pas, de mener la défense de la République, qui est la mission première de l'État. Donc, c'est bien une initiative de l'État. Premier critère du marché public, du contrat de commande publique, selon la rémunération. Et second critère, comme je vous disais, donc, les associations, les personnes privées reçoivent une rémunération. Pour conforter cette analyse, on peut citer une réponse ministérielle, j'ai la référence sous les yeux, je pense, c'est une réponse ministérielle du 15 décembre 2020. L'État mène une politique tendant à lutter contre les violences faites aux femmes. Et pour mener cette politique, l'État a décidé donc d'instaurer un système de téléphone 24 heures sur 24. Les femmes peuvent appeler à tout moment si elles se sentent menacées. Eh bien, le ministre, dans une réponse ministérielle à une question qui lui était posée par un parlementaire, indique que l'État qui a décidé de mener cette politique de lutte contre les violences faites aux femmes ne peut pas confier à une fédération, une association, Fédération nationale solidarité femmes, le soin, moyennant rémunération, de tenir ce standard 24 heures sur 24, parce que c'est une mission de l'État. Donc, il ne peut pas dire « je subventionne ». Ce n'est pas une subvention qu'il va verser à la fédération s'il lui confie cette mission d'animer le standard 24 heures sur 24. Non, c'est une prestation qu'il lui commande moyennant rémunération. C'est un marché public. Donc, il ne peut attribuer cette mission, nous disait le ministre dans cette réponse ministérielle du 15 décembre 2020, il ne peut confier cette mission qu'après le respect de règles de publicité et de mise en concurrence parce que nous sommes en présence d'un marché public et non pas de l'octroi d'une subvention parce que la lutte contre la violence faite aux femmes est une action de l'État. Voilà, donc ce qui doit, à mon avis, conduire à qualifier, mais ce n'est que mon interprétation, l'appel à projet Fonds Marianne de marché public, un marché qui aurait donc dû être passé dans le respect des règles de publicité et de mise en concurrence prévues par le Code de la commande publique.